Le 20 juin 1964, à midi, la mission Oslo, composée de 4 hommes dont le chef d'escadron Ricat, commandant le groupement de gendarmes de la Guyane, trouve une petite pirogue à demi pourrie, échouée sur un banc de sable, au cœur de la forêt amazonienne. Assis dans cette embarcation, de l'eau jusqu'à la ceinture, un être décharné. L'homme, complètement anéanti, n'en peut plus. Il tente de se lever à l'approche du gendarme, mais vacille. Il est d'une maigreur épouvantable. Il accusera 42 kg à la pesée. 5 jours plus tôt, le 16 juin 1964, à 10h, on signalait par radio qu'un homme s'était égaré en brousse. L'intéressé avait quitté Camopi, situé le long du fleuve Oyapock, qui délimite la frontière entre la Guyane et le Brésil, le 27 mai, avec des Indiens, et devait se trouver à 2 Hubert le 10 juin. Rendez-vous qu'ils n'honorèrent pas. Le préfet de la Guyane, prévenu par le chef d'escadron Ricat, mit immédiatement sur pied une mission de secours. Le lendemain, dès l'aube, la mission Oslo menée par Ricat était en route. L'homme décharné que la mission trouva, l'homme qui n'aurait pas pu survivre une semaine de plus d'après les mots de Ricat lui-même, arpentait la forêt depuis 3 semaines. Période à la fois courte et infinie dans l'enfer vert. Période qui lui fut presque fatale. Pourtant, ce n'était pas sa première mission d'exploration. Oh non. C'était sa 22e. L'homme avait déjà parcouru 12 000 km dans la forêt tropicale entre Guyane et Brésil, l'espoir chevillé au corps. Mais après cette nouvelle déroute, il retournerait en France pour ne plus jamais revenir en Amazonie, clôturant un cycle de 12 années de recherche de 1952 à 1964. Cet homme se nommait Edgar Moffret. Ce n'était ni un explorateur ni un missionnaire, il n'était que le père de Raymond Moffret, journaliste, explorateur, disparu en Amazonie au mois de janvier 1950. Il n'était qu'un père, cherchant en vain son fils. Il n'était qu'un homme, voyageant au cœur des ténèbres, pour n'y trouver rien de plus que sa propre agonie. C'est à cet homme inébranlable que Pierre-Adrien Ekman a dédicacé son roman Le Festin de l'Urubu. À cet homme qu'il connut puisqu'il l'épaula un temps dans ses recherches sans fin. C'est à eux tous, à tous ceux qui disparaissent alors qu'on croyait les revoir un jour, que cet épisode est dédié. Oublieuse postérité, épisode 25. Dans l'enfer vert. Pierre-Adrien Ekman est un écrivain anthropophage. Ses romans sont cannibales. Ses phrases sont des charognards qui planent au-dessus de la salade humaine. Il a bien de l'affection pour ses personnages, pour leur pauvre destin de bout du monde, mais il ne sait comment répondre à leurs prières. Ces marins estropiés, ces bagnards traîtres et retors, il leur laisse une chance, mais ne peut se résoudre à les sauver. Il doit leur grignoter un morceau de chair, leur arracher une jambe, leur becqueter sans rémission le foie. Il les observe là-haut, du vaste ciel, et intervient si peu. On pourrait croire qu'il leur tend des pièges, qu'il est omniscient et omnipotent, comme tout auteur sûr de son projet, certain du monde et de la tragédie qu'il veut donner à observer, mais il n'en est rien. Il est un rapace, un majestueux et rare urubu-roi. Il est un oiseau de patience et de certitude qui fondra sur sa proie, aussitôt boucané par le soleil fou des tropiques. Ekman ne malmène pas ses personnages, ne les juge pas, ne les moque pas. Non, les personnages font tout pour lui. Ils sont déjà peints, dessinés. Ekman n'est pas de ces romanciers qui passent une corde autour du cou d'un vaquero obnubilé par les oreilles et qui lentement serre le nœud. Il n'est pas de ces orgueilleux qui aiguisent le tranchant d'une guillotine après avoir bandé l'âme et les yeux d'une Eurydice perdue parmi les alizés lointains. Non, Ekman tombe sur ces surprenants personnages. Il les voit arriver en terre promise, criant comme Victor Ségalen dans Stèle, des lointains,
des si lointains, j'accours, ami, vers toi le plus cher. Mes pas ont dépecé l'horrible espace entre nous. Ekman les rencontre dans le hall de l'hôtel Amazonas, alors qu'il est occupé à décorer les murs du bâtiment de fresques de la forêt amazonienne. Il les rencontre à l'abri de la demi-douzaine d'orages quotidiens de cette région du Brésil, dans la poisseuse cité de Manaus, capitale de la jungle, mégalopole de l'exploration, terminus des panicards. Dans l'hôtel, au sec, il les voit passer, les désœuvrés, les fuyards, les gangréneux, ces pauvres êtres qui ont attrapé la lèpre de l'esprit, qui tentent de se racheter un cruzeiro de rédemption en observant pendant des heures, immobiles et désespérés, les premières lianes de l'enfer vert, les appels silencieux de l'Amazonie, les ficus défigurés, les singes rieurs, les piraillas monstrueux, et tous les autres murmurent leur nom, leur prénom et une promesse. L'oubli. L'oubli, léger et définitif. Aussi, de l'hôtel où il travaille comme artiste peintre, Ekman enregistre, assiste et laisse aller. Il aide Edgar Moffret dans sa quête. Le vieil et désargenté homme l'écrit dans À la recherche de mon fils. Monsieur Ekman sera pour moi d'un grand secours et me fera connaître le docteur d'Adalbert, propriétaire de l'hôtel Amazonas et d'innombrables entreprises dans tout le Brésil. J'aurais un prix infime à payer dans cet hôtel si je veux y résider quelque temps. Un prix infime à payer? C'est qu'Edgar Moffret ne le sait pas encore. Il est en Amazonie depuis 1 an environ lorsqu'il écrit ça. Il y sera encore 11 ans plus tard, pas plus riche et pas plus pauvre d'argent. En revanche, il aura sacrifié tout le reste, tout donné, tout payé, tout offert, femme, corps et temps. Mais il lui restera tout de même l'espoir que son fils vive encore quelque part. L'espoir, c'est le sang des personnages de Pierre-Adrien Ekman. Et tous ont les veines fragiles, prêtes à exploser. Tous ont les artères grasses de culpabilité. Il ne sait trop rien de leur apparence, eux qui furent les nombreux exilés qu'il croisa durant son séjour amazonien, eux qui, dans le fond, se ressemblent tous dans le remords. À peine leur sait-il un âge, comme pour Henri Taverneau, le quinquagénaire malade du cœur, le ferronnier d'art qui va tout abandonner pour partir à la conquête de la légendaire cité perdue, au cœur de la forêt vierge. À peine leur sait-il une couleur de cheveux, roux flamboyant, pour Austerlitz, un pseudonyme évidemment volé à Napoléon, le Suisse qui quitte femme et futur enfant pour accompagner le vieux Taverneau dans son odyssée mortuaire. Du masque des hommes, Ekman ne s'encombre pas. Quand on voit chaque jour des explorateurs qui cherchent dans la vase les trésors qui sont ensevelis en eux, quand on les voit revenir pleins d'ulcères, la peau dévorée par les vampires protéiformes de la jungle et les mains vides, on ne distingue plus que l'envers de leur chair, les abysses empoisonnés, bourrés d'eau boueuse, de moustiques gorgés de sang. On ne voit plus que la vérité des hommes. Même au plus profond de la plus grande forêt du monde, même dans ces territoires inexplorés et vierges, je ne serai jamais plus perdu qu'en moi-même. Alors Ekman parvient tout de même à entrevoir cet espoir sanglant qui les met en mouvement, et sa littérature c'est cela, rendre compte de cette ambivalence, de cet oxymore. Je n'explore rien de plus que mon désespoir quand je fuis au bout du monde. Et l'espoir est une plaie purulente à la surface du cœur. C'est là que l'Urubur Rei va venir déjeuner, quand le repas sera à point, que tout deviendra eau de boudin. Le charognard à la collerette multicolore dévore toujours le cœur de l'humanité avant de s'attaquer à ses tripes. Voici le résumé fourni par l'éditeur. Les aventures de 4 hommes dans l'Amazone s'entrelacent comme les lianes de la jungle affamée.
un journaliste brésilien collectionne les faits divers incroyables. Antonio, l'ancien vaquero, se fait un collier d'oreilles. Un Belge recherche la cité perdue et son ami Sylvain, un Français, court après l'arbre anthropophage dont il est délicat de nier l'existence. Leur route part au même moment, se croisent plusieurs fois sans qu'ils se rencontrent, et se terminent au voisinage les uns des autres, dans le même désastre. Elle est indiquée tout au long par la migration d'une fourmilière géante et survolée par l'urubu roi, le magnifique vautour royal qui nettoiera les restes. L'art d'Ekman est à son sommet dans le festin de l'urubu. J'ai entrevu les germes de son talent dans ses 2 romans précédents, mais ces derniers n'étaient que minuscules lianes, que plantes prometteuses. Dans La Praia en 1956, dans Ariane des Tropiques en 57, mais aussi dans Maria des 4 vents en 60, l'écriture est belle, bien sûr, mais encore timide. Tout est là. Le sable humide par lequel son Eurydice lointaine reviendra de l'enfer, la jungle si attrayante dans laquelle Ariane perdra le fil et succombera au Minotaure, la crique trop étroite qui piégera son Ulysse, victime du mal de terre et de sa féminité. Les titres des romans d'Ekman sont évocateurs. Les pages, bien sûr, le sont plus encore. Car avant d'être écrivain, Ekman fut peintre et décorateur, et avant de l'être, il fut, semble-t-il, marin. Aussi, il met en scène les paysages de ses voyages. Ainsi, une immédiate sensation de moiteur, de cieux obscurément bleus, qui couvrent des ouragans aveugles, une immédiate indolence, à la fois mère d'une paix de l'âme, mais aussi de trafic plus dangereux. Cependant, comme tous les marins, Ekman n'oublie pas son port d'attache. La France, l'Europe, les mythes élémentaires et primordiaux. La Grèce n'est jamais loin comme nous l'avons évoqué il y a un instant. Calypso, Orphée, Aristée. D'autres protagonistes qu'on devine sans peine derrière le hall des antipodes. Cependant, si l'auteur s'évertue à transposer les tragédies grecques dans les paradis lointains, sans jamais alourdir son propos par des références trop appuyées ou un narrateur imbu de lui-même, les hommes et les femmes au bord du naufrage ne sont pas les seuls protagonistes de la légende. Il faut en effet leur ajouter la plus puissante composante des livres d'Ekman, à savoir la nature. La nature sauvage, la nature fondamentale, celle qui préexiste au mythe, celle qui offre une scène pour accueillir la mort des héros. C'est grâce à ce personnage supplémentaire, autant protéiforme qu'incontrôlable, qu'éclate le plus le talent de l'auteur. Il donne fièrement, violemment, sournoisement, à la nature toute son indépendance, si bien qu'il pourrait écrire des romans sans homme ou presque. Véritable émissaire de la Ghana, puissance tellurique et ancestrale, ainsi que nous l'avions évoqué à propos de Fred II et de Kesserling. Par touches successives, de loin en loin, Ekman se joue du mythe de la mère nourricière. Il lui greffe un œil, une bouche, des bras, des griffes, des crocs. Et voilà que la mère nourricière devient l'ogre insatiable. Ainsi va le cheminement littéraire de Pierre-Adrien Ekman, d'abord cantonné au rôle du scribe ancestral, d'abord en quête de la conciliation de l'ancien et du moderne, en quête de la grande jonction, pour paraphraser Maurice Gédantec, entre l'Est vieillissant et l'Ouest juvénile. Il va peu à peu se défaire de ce noble asservissement pour écrire une histoire d'homme qui pourrait tout aussi bien devenir un mythe, ne gardant que Gaïa pour seule déesse, laissant à cette dernière la contradiction de devoir enfanter et manger ses titans. C'est 1958 et la parution du Festin de l'Urubu. Le Festin de l'Urubu est un roman remarquable. C'est un roman profondément original,
tant par la manière dont il utilise ces thèmes, liberté, culpabilité, nature, lâcheté, courage, amitié, que par son rythme, son ton et son écriture. J'ai cherché des romans qui ressembleraient à celui-ci afin de baliser la cartographie littéraire, mais il n'est pas chose aisée de trouver les jumeaux des grandes œuvres. Précisément car leur grandeur est forgée par l'héritage, bien sûr, mais pas uniquement. Ce sont l'imprévisibilité du style, l'originalité du regard porté sur l'édifice humain, la manière de s'approprier les motifs métaphysiques qui portent ces grandes œuvres vers les plus hauts sommets de l'imagination et de l'émotion. Toutes ces qualités lui permettent bien sûr de résister à la relecture d'ailleurs qui débusque de nouvelles richesses et met aussi de l'ordre dans la narration. Le plus grand reproche que l'on peut faire à ce texte étant celui d'une certaine opacité, les personnages suivis pouvant changer d'un paragraphe à un autre. Mais après tout, comment identifier avec certitude les ombres dans la forêt crépusculaire des lianes? Relisant, on appréhende mieux l'écho qui porte une anecdote inoffensive des premières pages du roman vers ses conséquences dramatiques à l'autre bout du roman. On identifie mieux certains effets d'annonce, trompeurs ou non, car Ekman joue aussi, vautour qu'il est, avec la viande de l'écriture. Cette technique, somme toute peu courante, de sous-thèmes inlassablement repris, ainsi que dans Le meurtre d'un enfant de Janco, qu'il exploite merveilleusement, en plus d'être un plaisir pour le lecteur, est aussi une manière de coller parfaitement à la peau de l'Amazonie, moustique piquant, partant, revenant, sueur dégoulinant, essuyé, reparaissant. Ces ciseaux en forme de cigogne, ces coupures de presse appelées « histoire à dormir debout », cette racine de mandragore, cet anneau perdu, tous vont d'un lieu à un autre, qu'ils soient géographiques ou mentaux. Comment ? Eh bien, c'est là le talent d'ordonnateur, de compositeur de Pierre-Adrien Ekman qui éclate. En effet, ces abandons et ces reprises, ces ellipses et ces circonvolutions ne sont jamais factices. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tirés du sac sans fond de la panoplie illustrée de l'apprenti romancier. Non. C'est le mouvement même de la nature qui oblige le romancier à renouer avec un objet que l'on croyait perdu ou accessoire. Ce sont par exemple l'appétit d'un poisson et les effets délétères de son souper. C'est la manière dont il attrapera une gangrène dévorante et bientôt nourrissante pour d'autres. C'est en somme le cycle de la vie, la gémellité ontologique entre le chasseur et le chassé, entre la proie et le prédateur qui disperse les poussières entre les pages. Digestion difficile d'un poisson-chat de 3,50 m, vol circulaire d'un urubu qui pourrait être le narrateur de l'histoire, transhumance d'une colonie de fourmis chassées de sa terre natale à cause de la sécheresse. Ekman donne autant à voir la vie humaine, la vie animale et la vie végétale, vers laquelle tous convergent et tous, d'une manière ou d'une autre, participent. On pardonne ainsi la sensation de hasard ou de coïncidence qui pourrait être forcée, mais nécessaire, et qu'on appelle, tout au bout du monde, le destin. Le livre a donc bien l'aspect de la forêt dans laquelle Ekman a voulu plonger ses personnages et son lecteur. Cet enchevêtrement de plantes transforme le lecteur en explorateur. Impression que la succession rapide des scènes, ainsi que l'alternance imprévisible entre les personnages suivis, renforce. Il nous donne à sentir la perdition, l'égarement, la divagation. Il nous la donne à sentir dans notre canapé, et ne priant jamais, il nous enjoint étrangement à la pitié. À la pitié, certes, mais à une forme de pitié animiste. Un esprit, quelque part, prend possession d'un autre esprit, et la transformation de la matière importe peu si la continuité vitale est épargnée.
Le narrateur semble être l'un des protagonistes, bien que les pronoms personnels de la première personne soient très rares. Il a connu les amis. Il a d'ailleurs été maudit par un bossu adepte de magie noire et doit se dépêcher d'écrire avant de mourir. Ce narrateur personnage semble être ce Moïse d'un dieu végétal qui écrit sous la dictée. D'un point de vue du style, Pierre-Adrien Ekman est un héritier de Ramu et de Céline. Il emprunte à l'un, sans le pousser aussi loin, le phrasé parfois redondant et hypnotique. Il emprunte à l'autre, une rudesse cruelle, mais bien loin de l'aigre nihilisme, tout en y ajoutant sa patte, celle d'un poète et d'un peintre, où pointe parfois un lyrisme contenu, qui doit aussi au surréalisme. À cet égard, les premières dizaines de pages sont remarquables. Au-delà de ce constat, elles collent tout simplement à son sujet. Le style est vert et moite. Du pur jus amazonien. C'est un livre, je cite, « de la chaleur panique, de celle qui pousse des hommes joyeux le matin à se pendre le soir. » C'est donc, tant par la forme que le fond, un voyage vers le cœur des ténèbres qu'entreprend l'auteur, mais ce voyage n'est pas métaphysique comme celui de Joseph Conrad. Au contraire, il est avant tout physique. Les abîmes existent bel et bien au fond de l'Amazonie, et si le voyage mutilera les explorateurs, nulle folie consubstantielle à l'homme ne guette, nulle violence ontologique ne l'étreint. Il y a trop de pathétique chez ces pauvres fuyards qui rêvent de grandeur pour qu'Ekman ne tente de gloser sur les racines pourries de l'être. Toute cette histoire ne pourrait être qu'un malentendu, et à chaque page, on s'attend à un mea culpa, à une table rase, à une défection et un pouilleux retour vers la cachaça et la belle Lourdis. Dans la ville, à l'aube, les urubuclopines se disputent des raclures entraînant la savate. Le bout de leur aile noire griffe la poussière. Ils contemplent Antonio, cet autre rebut. Oh, l'œil de l'animal toujours inquiet. Ils sont nombreux, les oiseaux, à vivre sur les déchets de la misère. Ils sont dans les faubourgs, à l'aube, en nombre impressionnant comme les armées du malheur. Ils attendent poussiéreux, silencieux, puants, la baisse des eaux qui peut mettre à jour un cadavre d'animal. Ils attendent et supputent la mort des chiens roses, des chiens galeux, sans poils, qui se grattent fébrilement en attendant, passifs, le supplice quotidien du soleil. C'est la chance de l'urubu, la mort d'un chien. D'un homme, c'est trop rare. La forêt est proche, la forêt aux 1000 meurtres de la nuit. Et voilà qu'une étrange inquiétude s'empare des oiseaux. Ils dressent la tête, s'envolent lourdement. Un événement vient de se passer. Ils escaladent le ciel, virent tous, ailes étendues sans battement. De la forêt leur vient une bouffée délicieuse. Le fleuve, en se retirant, a laissé une mare énorme, bourrée de poissons. L'eau a baissé, les poissons crèvent par milliers. Les crocodiles, les rats, les échassiers sont gavés. Une infecte odeur monte en colonne vers le ciel. L'agonie d'un chien galeux est dérisoire sous le soleil et la lumière blessante. C'est la grande bousculade des charognards dans l'azur. Antonio est seul, affamé, dans la ville qui s'éveille. Cette fois-ci, le mystère de la destinée littéraire de Pierre-Adrien Ekman ne sera pas résolu. Après 5 romans en 5 ans, il a écrit un dernier roman 4 ans plus tard, en 1964, qui a tout l'air d'une commande. Mes recherches m'ont permis de retrouver un membre de sa famille, mais mes demandes sont restées lettres mortes. Peut-on imaginer qu'à son tour, après tous ces explorateurs rencontrés et disparus, Ekman laissa lui aussi une part importante de lui-même au cœur de la jungle ? Peut-être.
Toujours est-il que le mystère de son œuvre, de ses amitiés littéraires, des maîtres qu'il se donna, reste entier, et à bien y penser, c'était sans doute la seule destinée possible, au regard de cette œuvre lointaine, qui se noie dans les mers turquoises et se perd dans l'enfer vert. Quant à Edgar Moffret, il écrit aux dernières pages de son livre, après que Ricat l'a retrouvé. Certes, j'étais fatigué et vacillé un peu sur mes guiboles, mais ce n'est pas encore cette fois que je saurai crever. C'est maintenant, après l'action, que je ressens la fatigue. Mon moral en a pris un coup au degré de Claude, en voyant que j'allais encore revenir sur mon fils. J'ai maintenant 64 ans. Je suis trop fatigué pour continuer mes recherches. Je ne sais plus où aller, ayant cherché dans toutes les régions où Raymond serait susceptible de se trouver, et même au-delà. Mais je me dis que les Oyari voulaient gardent leur secret, et tant qu'aucun homme n'aura pris contact avec eux, tant que personne ne leur aura parlé, nul n'aura le droit de dire que mon fils est mort.